BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est le vendredi dans les pros des cryptos. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver, nos NFT à nous, nos talents non fongibles de la semaine. Ils nous rejoignent, Charles Aubert Couturier, Crypto Senior Manager pour KPMG. Bienvenue, vous pouvez entrer bien sûr. Et Louis Laszlo aussi qui va vous accompagner, directeur opérationnel de Meria. Bienvenue à vous Louis également. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des actus de cette nouvelle semaine crypto. Mais d'abord quand même les cours parce que ce vendredi après-midi, on s'en serait bien passé, mais le Bitcoin repasse assez largement sous les 100 000 $. On est sur des plus bas de plus de 6 mois là sur le Bitcoin, 95 000 $ en ce moment. Pour un Bitcoin, Gilles Santacreux est avec nous, boursicoté.com. Bonjour Gilles. On est sur une phase d'accélération baissière en même temps que les bourses d'ailleurs, les indices boursiers qui sont en train de reculer aussi. Comment l'interprétez-vous et quels sont les prochains seuils techniques sur le Bitcoin ? Alors, sur le Bitcoin, ce que je disais en début de semaine, c'est qu'il fallait observer ce qui allait se passer sur la zone des 107 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone qui avait été support pendant quelques semaines a été testée et on commençait à remonter en direction de celle-ci. Si on repassait au-dessus, on sortait du risque baissier. Et le problème, c'est que cette zone, lundi, elle a été testée comme résistance. Un support qui se transforme en résistance, c'est un signal baissier. Et ça a été confirmé puisque dans la suite de la semaine, eh bien, on a commencé à revenir en direction des 100 000. La zone à ne pas tester, à ne pas casser pour ne pas passer dans un biais baissier confirmé, c'était 98 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone, on l'a testée hier, on l'a cassée aujourd'hui et là, on accélère. Donc, on est clairement, effectivement, sur une confirmation de tendance baissière. Ce n'est pas très beau. On a de nombreuses crypto-monnaies qui envoient des signaux baissiers. Les prochains objectifs, c'est une zone qui se situe entre 88 000 et 92 000 $ pour un Bitcoin. Donc, on le voit, pour l'instant, eh bien, c'est la baisse qui domine avec effectivement les marchés américains, le Nasdaq notamment. Dans ce contexte, moi, ce que j'essaye d'observer, c'est ce qui se passe sur l'ensemble de la sphère crypto-monnaie et essayer de détecter celles qui résistent le mieux à ce pessimisme ambiant. On en a deux qui sauvent les meubles, on va dire. On ne va pas dire que ce soit de la résilience. On a Ripple et Litecoin qui résistent un peu mieux, qui sont encore au-dessus des niveaux de support qui préservent donc le signal baissier. Mais sinon, globalement, c'est assez négatif sur l'ensemble du secteur. Et vous incluez aussi Ether. Il y a toujours évidemment ce coup d'œil qu'on essaye chaque semaine d'apporter à nos auditeurs et téléspectateurs au-delà du Bitcoin. Sur son dauphin, l'Ether, il est à un peu plus de 3100 $ d'un point de vue technique, même configuration, même potentiel baissier que Bitcoin. Ouais, c'est un peu moins dynamique, mais on est sur le même type de configuration. On est là sur une zone de support intermédiaire, support secondaire à 3100 $. On pourrait continuer sur ce mouvement jusqu'à 2850. C'est sous 2850 que les choses pourraient s'accélérer. Mais là aussi, globalement, on reste dans une tendance plutôt baissière sur l'Ethereum. Voilà, ce que disent les seuils graphiques. Après, on verra évidemment comment les choses évoluent. Bien évidemment, ce ne sont pas des prévisions, c'est de l'analyse graphique qu'on vous propose chaque semaine au début des pros des cryptos. Merci beaucoup Gilles de nous avoir accompagnés, boursicoté.com. Alors on va se demander si c'est le début de l'hiver crypto ou pas. On parlera aussi de la Suisse, l'autre pays du Bitcoin. C'est une info de Grégory Raymond pour The Big Whale qu'on salue d'ailleurs. La Banque nationale suisse a multiplié par 16 sa participation dans le groupe Stratégie depuis 2024. En quoi le fait que la Banque nationale suisse est investie dans Stratégie montre un intérêt aussi pour Bitcoin du coup. La Suisse, le Bitcoin, est-ce que la Suisse est en train d'en devenir l'autre pays ? On en parlera. Les stablecoins, sont-ils en train de devenir l'adversaire du Bitcoin ? C'est l'avis de Cathie Wood, la patronne d'Ark Invest. Elle abaisse son objectif de cours sur Bitcoin en raison de l'essor parallèle justement des stablecoins. Explication à suivre. Et puis Ledger et New York plutôt que l'Europe. C'est le choix de Ledger et de son PDG Pascal Gauthier qui s'est exprimé sur le sujet. Ledger pour lever de l'argent mise sur New York avant tout, quitte pourquoi pas même à s'introduire à Wall Street, figurez-vous, on en parlera aussi. C'est votre machine à condenser l'essentiel de la semaine. Les pros des cryptos s'enclenchent, c'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Cette semaine, nos deux pros, Louis Laszlo. Bonjour Louis. Bonjour Guillaume. Bienvenue Charles Aubert Couturier. Bienvenue Charles. Bonjour Guillaume. Pour KPMG, Louis Laszlo pour Meria. Bon, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est le début de l'hiver crypto là, avec ce Bitcoin qui aujourd'hui repasse sous les 100 000 $, 95 000, on est sur des plus bas de 6 mois. Alors, Louis. On est sur les plus bas de 6 mois. On est loin de notre ATH de début octobre. On est très loin, très tristement. Si on prend un peu de recul, je lisais un article encore ce matin qui disait
Les nouveaux entrants de ces 6 à 12 derniers mois, leur valeur moyenne d'achat se situe autour de 94 000. Donc on est dans la zone, de valeur moyenne d'achat des nouveaux entrants. Donc c'est vraiment une zone à surveiller. C'est, comme on le disait un peu en introduction sur l'analyse technique, on est très corrélé au marché traditionnel. Les marchés traditionnels ont à peu près la même tête ce matin et on va le voir à l'ouverture si ça suit la même dynamique. Et j'ai bien peur qu'on suive la même dynamique. Donc voilà, est-ce qu'on est dans une zone de bascule? Peut-être. À surveiller et les prochains jours vont être décisifs. Après, si on prend un peu de recul, on a toujours cette poussée institutionnelle qui est toujours très forte. On discutait avec Charles, c'est pas un des épiphénomènes, c'est pas des sujets, des initiatives individuelles de certaines entreprises. Il y a une réalité marché où les acteurs de finance tradie sont impliqués aujourd'hui et ont plusieurs projets qui concernent les cryptoactifs, que ce soit Bitcoin ou d'autres cryptoactifs. Donc il y a une réalité marché, une poussée institutionnelle réelle. Il y a une adoption individuelle retail qui est de plus en plus forte et de plus en plus intégrée. Donc voilà, est-ce qu'on est dans une bascule? À voir sur les prochains mois, à voir aussi l'impact par rapport au cycle précédent, si on casse la dynamique de cycle et si on va chercher un prix divisé par 3 ou par 4 dans les prochains mois. Ça va être important à suivre. C'est ce qu'on avait vu dans les précédents hivers. On ne sait pas si on est encore en hiver crypto, mais dans les précédents hivers crypto, par rapport au plus haut, on avait facilement divisé par 3 ou 4 le cours du Bitcoin. C'est ça. Après, il ne faut pas oublier que même si on regarde cette année, ne serait-ce qu'en avril dernier, on est redescendu jusqu'autour des 75 000 $, il me semble. Donc, c'est assez cyclique, ça descend, ça monte. D'arriver à prendre des grandes tendances, c'est toujours un peu compliqué. Et je pense que l'autre aspect, tu le disais, c'est la partie distribution, institutionnalisation. Mais en fait, quand les cours bougent, il faut regarder est-ce que les fondamentaux sont touchés de Bitcoin. Et en réalité, aucun fondamental est touché. C'est-à-dire que la sécurité est toujours là, le hash rate est toujours le même, il y a toujours des participants au réseau, il n'y a pas eu de hack, de faille, de choses comme ça. Donc après, le prix peut bouger, la question des fondamentaux reste la même. Mais là, ce à quoi on assiste, donc, c'est la corrélation en ce moment, dans la phase actuelle, du Bitcoin avec le Nasdaq, quoi. Et le Nasdaq, les marchés américains sont en baisse. On n'attend peut-être pas de baisse de taux de la Fed au mois de décembre. Alors voilà, si la Fed baisse pas ses taux, d'ailleurs, ça aura un impact sur Bitcoin. Il y a une corrélation là aussi. Ça aura forcément un impact, comme toutes les valeurs très exposées, du moment où on va dire il y a un changement sur la macroéconomie, les investisseurs vont replier sur des actifs plus sécurisés, plus stables et qui apportent un rendement sans s'exposer dynamiquement. Donc oui, ça aura forcément un impact. Mais c'est donc pas la panique. On se demandera dans un instant s'il y a aussi un souci de liquidité sur le Bitcoin. Mais Morgan Stanley s'est exprimé sur le sujet, sur les difficultés en ce moment du Bitcoin à toucher de nouveaux plus hauts. Puis là, on repasse sous les 100 000 aujourd'hui. Pour Morgan Stanley, c'est pas encore l'hiver crypto, mais c'est l'automne crypto là qu'on est quand même en train de vivre. Charles. Ouais, effectivement. Je pense que dans ce podcast des deux analyses de Morgan Stanley, c'est assez intéressant de regarder comment ils perçoivent le sujet aujourd'hui. Déjà, ils parlent d'une allocation pour leurs investisseurs qui peut aller de 0 à 4%, il me semble, dans ce qu'ils disent. Ce qui est un peu dans le sens de ce que recommandent BlackRock ou Fidelity, qui sont un peu tous dans cet ordre de grandeur d'exposition des investisseurs auprès de cette nouvelle classe d'actifs. Donc, on voit bien qu'on vient chercher de la diversification, qu'on vient chercher du rendement avec un peu plus de risque, mais c'est dans cette logique-là. Le deuxième point clé que je retiens de ce que disent les deux analystes aussi de Morgan Stanley, c'est qu'ils disent bien, nous, on adresse le marché Bitcoin, les restes des crypto-monnaies, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de décorrélation, de détachement entre Bitcoin et le reste du marché, qui sont peut-être à traiter de deux manières différentes dans la manière dont on perçoit le sujet. Oui. Et cette question de la liquidité, le manque de souffle des cryptos, vient-il d'un manque de liquidité? Tout ce qui devait être investi en crypto par les particuliers, par les pros, l'a-t-il déjà été? Et maintenant, on aurait donc un argent qui tourne, une forme d'entre-soi, d'une crypto à l'autre. Est-ce qu'on n'est plus que sur un marché crypto qui se recycle lui-même, l'argent qui ne fait que tourner, se recycler, mais qui n'arrive pas cet argent à se renouveler? Donc ça, aujourd'hui, c'est évident. Si on prend les ETF comme un peu témoin de cette entrée ou sortie sur le marché crypto, on voit qu'on a eu des très gros afflux au moment de l'ATH côté octobre. Donc on a eu un gros afflux. Aujourd'hui, on est plutôt sur des sorties massives sur les ETF. Donc on peut conclure qu'on n'a pas beaucoup d'entrées et la liquidité va être obligée de tourner. Par contre, ce qui est intéressant à noter, si on regarde le volume de stablecoin moyen, on est assez stable sur les semaines et mois précédents. On a voire une légère augmentation de la valorisation mondiale totale des stablecoins. Donc,
On a de l'argent qui tourne. Par contre, on n'a pas de diminution de l'exposition des investisseurs. Donc ça, c'est intéressant. L'argent est là, tourne, puisqu'ils cherchent à aller chercher une exposition, un rendement et des plus-values. Par contre, il n'y a pas de diminution. Donc oui, pour l'instant, on a du mal à convaincre plus. Et on voit de toute façon que c'est sur les plus hauts de marché que les investisseurs se courent et se ruent sur les actifs. Et donc, c'est là où on assiste aux plus grosses entrées sur le C'est le drame, hein. Souvent les investisseurs, mais même sur les indices traditionnels, ils investissent au plus haut. Sur l'or, on a vu quelques semaines, les files d'attente devant les boutiques d'or. Vous voyez plein de pubs pour l'or partout, à la télé, à la radio, mais c'est tard. Enfin, on est à plus de 4 000 $. Non, ça a déjà fait le chemin, c'est peut-être pas fini, mais voilà. Sur l'argent qui tourne dans les cryptos, comment vous voyez les choses, Charles ? Moi, je suis d'accord à très court terme. Après, si on regarde moyen, long terme, j'ai aucun doute. En fait, ça va devenir, à mon sens, de deux facteurs principaux. Un, l'usage, qui va faire en réalité, s'il y a une croissance des stablecoins, en réalité, derrière, pour opérer du stablecoin, j'ai besoin de crypto-monnaie, parce que ça circule sur des infrastructures crypto. Et donc, les institutionnels qui vont vouloir lancer ce type de service vont avoir besoin de s'exposer aux cryptoactifs, en gérer, etc. Et donc, ça va créer mécaniquement une forme de demande. L'autre aspect, c'est la distribution. Il ne faut pas oublier aujourd'hui, si on regarde même les stats de l'ADAN, de l'Ipsos, il y a 10% des Français qui détiennent de la crypto, il y en a 34% qui se déclarent intentionnistes d'en acquérir. Donc en fait, c'est une question aussi de canaux de distribution. Aujourd'hui, très concrètement, il y a très peu de banques qui offrent directement une exposition crypto. Elles l'offrent de manière indirecte avec certains ETP, ETF, mais ce n'est pas encore des offres qui sont en production, at scale, intégrées dans les implications bancaires. Et ça va venir avec le temps, et c'est sûr que ça va créer une forme de nouvel afflux de liquidité. Oui, là on parle des particuliers, il y a aussi les hedge funds. Alors ils en ont déjà des cryptos, les hedge funds, ils sont bien montés en puissance. Je voyais que désormais 55% des hedge funds détiennent des actifs liés aux cryptos. Ouais, exactement. Mais c'est d'ailleurs une augmentation. Je regardais, c'est un rapport qui a été publié par l'AIMA, qui est l'Alternative Investment Management. J'ai plus l'acronyme exact, mais qui est une institution qui fait un peu référence sur le sujet et qui est allée interroger plus de 100 gérants de hedge funds sur le sujet. Aujourd'hui, ils sont plus de 50% à gérer d'une certaine manière des cryptos. Pourquoi ? En réalité, deux choses. D'une part, il y a le cadre réglementaire aux US qui a énormément changé. Beaucoup d'hedge funds sont aux US et donc force est de constater que s'il y a une réglementation qui commence à entourer ces actifs-là, il y a une possibilité pour ces acteurs de venir les intégrer. Donc ça, c'est une première raison. L'autre aspect, et c'est mentionné d'ailleurs dans l'étude, c'est que près de 30% des investisseurs dans les hedge funds demandent une forme d'exposition de ces hedge funds aux crypto-monnaies. Donc on voit que ça vient un peu des deux côtés. Le troisième, peut-être pour le citer, c'est plutôt l'aspect maturité des produits en fait. Les hedge funds font une exposition crypto pas via de l'achat en crypto en propre, en direct, mais plutôt via des produits dérivés sur des marchés traditionnels. Et on voit qu'il y a de plus en plus de sophistication en réalité dans ces produits-là, ce qui permet de l'exposition. Il y a plein de raisons de penser, d'espérer que quand même les cryptos vont repartir de l'avant. Ça, c'est une info qui pourrait aussi renforcer d'ailleurs l'image du Bitcoin comme or numérique. Info de The Big Whale, donc Grégory Raymond qui en parlait cette semaine. La Banque nationale suisse a multiplié par 16 sa participation dans Stratégie depuis 2024, depuis à peine un an et demi. En quoi le fait que la Banque nationale suisse ait autant investi dans Stratégie est peut-être le signe que cette grande banque centrale, et on parle là de la Suisse, s'intéresse aussi au Bitcoin, Louis? Donc, ce qui est important. Et pourquoi le faire via Stratégie aussi d'ailleurs? Voilà, donc je pense un des points les plus importants, c'est une exposition indirecte au Bitcoin en achetant des actions de Stratégie. Ce qui est important à noter, c'est surtout une action qu'on pourrait conclure d'intentionnel, puisque la Banque centrale a commencé son travail d'investissement en 2024. Aujourd'hui, il faut noter que Stratégie n'est pas dans le SP500, a rejoint le Nasdaq 100 courant décembre 2024. Et l'initiative de cette Banque centrale suisse a commencé avant ça. Donc, on peut en conclure qu'il y a une réelle intention de la Banque centrale suisse de s'exposer au Bitcoin à travers Stratégie. Après, la question de pourquoi pas avoir acheté des Bitcoins en propre, je pense que c'est ce que partage aussi The Big Whale dans son article, c'est que aujourd'hui, ça serait trop gros, trop fort pour une banque centrale d'annoncer détenir des bitcoins en propre et que c'est le chemin un peu traditionnel et logique et naturel de l'adoption pour ce type d'acteurs, de s'exposer progressivement, indirectement, voire très indirectement, avec beaucoup d'intermédiaires entre l'asset final et l'acquisition qu'il vient de faire. Et potentiellement, dans les prochaines étapes, de réduire le nombre d'intermédiaires et de se rapprocher de plus en plus d'un Bitcoin, un Bitcoin pur en propre. Mais aujourd'hui, voilà, ce qui est l'information à retenir, c'est une exposition très forte à Stratégie
qui est totalement intentionnelle puisqu'elle n'est pas dictée par les indices et une exposition indiciaire faite par la Banque centrale suisse, et via encore beaucoup d'intermédiaires sans annonce réelle sur le marché. Ouais, là où c'est paradoxal, c'est que, manifestement, c'est une façon pour la Banque nationale suisse de s'exposer au Bitcoin, mais à travers une valeur comme stratégie cotée en bourse. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de dire « Ah non, mais on met du Bitcoin », ce qui serait trop compliqué à assumer, ils préfèrent accroître leur risque. C'est-à-dire qu'à travers stratégie, ils ont le risque Bitcoin, mais ils ont aussi le risque du marché action. Ils ont double risque, là, pour le prix d'un, en quelque sorte. Et bon, il faut surtout pas dire qu'on investit dans le Bitcoin quand on est une banque centrale, Charles. Surtout, on ne dit rien. C'est un peu ce que fait d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu une autre news qui est sortie hier soir ou ce matin sur la banque centrale tchèque qui a fait un peu le même type d'opération, mais qui de la même manière dit pas j'achète du Bitcoin directement, mais qui dit plutôt on va s'exposer à hauteur de 1 million sur des actifs tokenisés, du stablecoin et peut-être des crypto-monnaies. Donc on voit bien qu'il y a aussi une question de communication. Est-ce que la fin du shutdown qui est maintenant actée va permettre justement aux cryptos de retrouver un moteur à la hausse après 43 jours de gel des administrations publiques? Quelles décisions seront ou doivent être prochainement annoncées aux États-Unis maintenant que les administrations vont pouvoir rouvrir des décisions sur les cryptos, notamment, Charles? Ouais, alors on a eu le Genius Act qui a été voté et qui a été implémenté là il me semble en juillet dernier. Et l'autre gros morceau, le Genius Act couvre plutôt la réglementation autour des stablecoins en réalité. Et l'autre gros morceau qu'on attend là dans les mois qui viennent, d'ailleurs je suis allé sur Polymarket pour voir quelles étaient les probabilités que ce soit voté pour avoir un peu un sentiment du marché. Et l'autre gros morceau qui doit être voté, donc qui est évalué sur Polymarket, c'est le Clarity Act en réalité, qui vise à encadrer d'une certaine manière tous les services sur cryptoactifs, l'émission de cryptoactifs, etc., et de permettre, y compris à des institutions financières, de fournir ces services-là. L'autre aspect, c'est aussi de clarifier le périmètre entre la SEC et la CFTC sur la régulation de ces actifs-là. Ça, c'est le gros morceau qu'on attend en réalité d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Les odds sont 35% à peu près sur Polymarket que ce soit voté d'ici la fin de l'année sur le Clarity Act. Mais voilà, c'est ça le gros morceau qui doit être voté et les prochaines annonces qu'on attend sur ce marché-là. Les pros des cryptos, votre épisode hebdomadaire. En 20-25 minutes, on refait toute l'actu de la semaine. On vous apporte des perspectives pour l'avenir grâce à nos deux experts à retrouver aussi en podcast et replay, bien sûr, sur l'application BFM Business. Le Bitcoin, les cryptos et les stablecoins qui continuent de monter en puissance aussi, au point peut-être de concurrencer le potentiel du Bitcoin. C'est l'avis, enfin vous me direz l'un et l'autre comment vous l'avez compris, mais ça semble être l'avis de Cathie Wood, la patronne d'Ark Invest, qui a abaissé ces derniers jours son objectif de cours à horizon 2030 sur le Bitcoin. Alors elle l'a un peu abaissé, pas beaucoup, mais le prétexte est intéressant, la justification, elle explique que c'est dû à l'essor des stablecoins. Il y a un tel essor des stablecoins que ça limiterait le potentiel du Bitcoin, en l'occurrence, Louis. Pour ce qu'on comprend de l'analyse de Cathie Wood et sur un peu cette réduction de prévision, c'est dire que en gros, je caricature, Bitcoin serait, on va dire, la monnaie universelle dans l'écosystème crypto qui permettrait, comme on a le dollar dans le monde traditionnel, d'avoir une monnaie universelle qui permet, quand on trade de l'Ethereum, du Ripple, de quelle que soit la crypto-monnaie, de repasser dans une monnaie stable et unique et de référence. Aujourd'hui, ce qu'elle défend, c'est que l'adoption des stablecoins, qui est peut-être le chemin le plus évident pour un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, puisqu'ils ont besoin d'avoir une référence avec le dollar réel et un pendant dollar réel, fait que ça pourrait concurrencer et réduire un peu leur prévision d'adoption du Bitcoin et donc réduire à la baisse. On parle on n'est plus qu'à 1,5 million de dollars d'ici 2030 sur Bitcoin. En fait, elle était à 1,5 million. Elle attendait un de 300 000. Ouais. Exactement. Elle attendait un Bitcoin à 1,5 million de dollars. Maintenant, elle l'attend à 1,2 million de dollars. Bon, elle abaisse un peu son objectif de cours, mais pas tant que ça. Mais c'est intéressant de voir la corrélation quand même entre essor des stablecoins et impact un peu négatif sur Bitcoin. Voilà. Et peut-être pas sur Ether d'ailleurs, parce que sur l'Ether, au contraire, elle renforce ses positions, Cathie Wood. Elle s'est renforcée de manière un peu indirecte en réalité, en intégrant une forme de Ethereum Treasury Company au sein des ETF qui sont distribués par Ark Invest. Donc c'est un peu spécifique. Ce qui est intéressant, c'est que Bitmine, c'est une société qui fait du mining aux US, qui fait aussi du mining as a service pour le compte de tiers et des produits dérivés financiers sur le hash rate, etc. Et en réalité, il commence à... C'est un peu du marketing, puisqu'ils géraient déjà par définition beaucoup de crypto, puisque c'est ça le cœur de leur business model et la manière de se rémunérer. Et maintenant, ils l'ont brandé en externe comme une manière de faire une trésorisation en Ether. Ça ne veut pas dire que c'est juste marketing, puisque si on regarde derrière, ils ont quand même près de 3% de la supply, je regardais d'Ether qui est chez eux, ça représente près de 11 milliards de dollars, donc c'est quand même un petit trésor de guerre qu'ils ont mis de côté. Mais voilà, ça me paraît assez logique en réalité de vouloir intégrer ce type de position
pour avoir une forme d'exposition à l'Ether un peu leveragée d'une certaine manière. Oui, effectivement. Alors, on a vu tout au long des derniers mois de plus en plus d'acteurs crypto s'imbriquer dans la finance traditionnelle. La finance traditionnelle se convertir peu à peu au crypto et le chemin n'est sans doute pas encore complètement terminé. Loin de là, on est peut-être qu'au début d'ailleurs. Circle s'était introduit il y a plusieurs trimestres. C'est quoi? C'était il y a un an, Circle, l'introduction en bourse, un Déjà, truc comme ça. Ouais, ça passe. Ouais. Bah là, ils ont publié leurs résultats. Bah oui, quand vous êtes coté en bourse, vous avez des obligations de transparence et de publication régulière de vos résultats aux États-Unis. Ça n'a pas été bien accueilli. Circle a perdu 10% le jour même. Qu'est-ce qui a déplu? Ouais. Alors c'est un paradoxe parce que si on regarde les résultats financiers de Circle, ils étaient plutôt bons. Enfin, ils sont en augmentation par rapport à l'année dernière. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Un, le gros facteur différenciant et ce qui influence énormément la valorisation en réalité de ces émetteurs de stablecoin, c'est l'environnement macroéconomique et les taux d'intérêt. Puisque aujourd'hui, leur business model repose sur le fait de capter les taux qu'ils vont gérer au sein de leur collatéral et de ne pas le redistribuer nécessairement auprès du détenteur final. Et donc ça, plus les taux baissent, en réalité, plus ça va attaquer leur business model. Alors ils essayent de se diversifier aujourd'hui, de sortir des nouvelles solutions et de se rémunérer plutôt sur des aspects d'infrastructure ou autres. Mais aujourd'hui, leur business reste très corrélé en réalité au taux et donc il y a un impact macro. L'autre impact, si on regarde les autres boîtes un peu corrélées à l'écosystème crypto d'une certaine manière, Robinhood, Coinbase ou autres, ils ont tous baissé assez globalement. Donc, ce n'est pas forcément lié exclusivement à la publication de ces résultats. Et la semaine a été compliquée sur le Nasdaq, exactement. on rappelle. Ouais. Et peut-être juste un dernier point. Je pense que c'est un phénomène plus global, mais c'est qu'on voit que même les émetteurs de stablecoin font face à une concurrence accrue en réalité. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de banques qui s'y mettent. On en parlait aussi juste avant de venir avec Louis, d'émetteurs de monnaie électronique, y compris en Europe, qui s'intéressent au sujet. Et donc, va y avoir la concurrence qui commence à arriver, va certainement venir manger une part du marché qu'ils ont actuellement, ou en tout cas venir attaquer là où ils voulaient se développer sur des usages beaucoup plus traditionnels. Oui. Et on peut être amené à les voir de plus en plus vouloir, je sais pas moi, faire tourner, transporter leur propre stablecoin sur leur propre blockchain aussi. Ces acteurs-là, ça peut être une clé pour eux. C'est, je pense, un des axes des prochains mois. Il n'y a pas un émetteur de stablecoin majeur qui n'est pas en train de travailler sur le sujet. On a Stable côté Tether, on a Tempo, Arc côté Circle, Tempo côté Stripe. Donc, il n'y a pas un émetteur de stablecoin ou futur émetteur de stablecoin qui ne travaille pas sur son propre blockchain pour faire du settlement, pour faire de l'interopérabilité, etc. C'est gérer toute la chaîne de valeur d'une certaine manière. Ouais, et être autonome, quoi. Les pros des cryptos, l'univers crypto, la verticale, nos verticales BFM Business à retrouver, bien sûr. Et du lundi au jeudi, Sandra Gondouin, le club BFM Crypto de 15h à 15h30. On évoque Circle, là, qui est coté à Wall Street. Mais peut-être que Ledger aussi un jour sera coté à Wall Street. Notre champion français des wallets, Ledger, ouais, c'est un champion dont on est fier. Il cherche de l'argent et ils disent c'est à New York qui compte le trouver cet argent. Alors soit en private equity, soit à Wall Street en se faisant coter sur le marché, à la bourse. New York plutôt que l'Europe, c'est ça qu'il faut retenir en l'occurrence. Et c'est une triste nouvelle en fait, dont on n'est pas surpris, mais ça confirme qu'on est un peu à la ramasse, quoi, Louis. C'est une triste nouvelle, mais c'est une triste nouvelle dans laquelle qui est une généralité pour la tech. Et d'ailleurs, même il y avait une discussion pas plus tard que cette semaine sur Mara, et c'est même le ministre qui disait qu'aujourd'hui, il faut financer cette innovation, il faut financer notre développement industriel. Et en Europe, d'une manière générale, c'est difficile de trouver des capitaux, ou en tout cas de trouver des capitaux dans la même échelle de valeur et dans la même échelle de montant qu'on peut le trouver côté US, qui est plus acculturé à faire de l'investissement risqué sur de la tech, sur de l'innovation, sur l'intelligence artificielle ou de la blockchain de manière générale. Donc Ledger annonce qu'ils vont chercher de l'argent outre-Atlantique. Ils ont levé plusieurs fois en Europe. Aujourd'hui, on est sur une valo d'1,4 milliard. On est sur quand même une licorne avec Ledger. Et donc Ledger va se tourner tout outre-Atlantique pour chercher soit en private equity, soit via une IPO, de l'argent frais pour continuer son développement et accélérer son développement. C'est dit, on serait ravis dans BFM Bourse, tous les jours, BFM Bourse aussi sur BFM Business, de commenter Ledger comme on commente aussi Circle ou encore Coinbase, les Américains côté à Wall Street, c'est bien naturel, mais peut-être aussi Ledger un jour. C'est de la géopolitique aussi, les cryptos. Et cette rivalité Chine-États-Unis, alors on la connaît, cette rivalité sur les droits de douane, sur l'intelligence artificielle, l'accès aux terres rares. Bien voilà que les cryptos deviennent aussi un sujet de chamaille, on va dire. Voilà que Pékin accuse Washington d'avoir volé des milliards de dollars en Bitcoin à travers un hack. Et alors effectivement, c'est une histoire un peu complexe, donc je suis allé me renseigner quand même pour bien comprendre ce qui s'est passé et d'où vient l'accusation en réalité de la Chine. Si je lis bien, c'est le
Centre national chinois de réponse d'urgence au virus informatique qui s'est saisi de la question et qui a accusé les États-Unis finalement d'avoir hacké près de 120 000 bitcoins. En réalité, si on rembobine un petit peu les choses et qu'on regarde ce qui s'est passé, il y avait une société qui s'appelle Prince... qui est opéré, voilà, il y a une poule de minage qui est opérée par un Chinois qui s'appelle Chen Zi et qui avait en parallèle des activités assez obscures, j'allais dire, sur de la fraude, notamment de la fraude en ligne, etc., etc. Et donc c'est dans le cadre de ces opérations anti-fraude finalement que l'administration américaine serait venue. Alors, on ne sait pas comment, mais venu saisir les bitcoins qui étaient détenus par ce propriétaire chinois. Et la Chine dit c'est du vol. Washington a volé 13 milliards de dollars en bitcoin à travers un hack. Voilà. Exactement. Alors, à travers un hack, ça, il n'y a pas de détails et je ne les ai pas retrouvés sur la manière dont ils sont allés prendre les clés privées pour aller saisir les bitcoins. Mais en tout cas, c'est assez aussi savoureux de voir un peu comment la Chine, qui est anti-Bitcoin d'une certaine manière dans toutes ses déclarations, y compris par le dirigeant de la Banque centrale chinoise, qui pas plus tard que je crois à la fin du mois disait qu'il fallait interdire ou réguler très fortement les stablecoins et les crypto-monnaies, et qui se plaint de l'autre côté de se faire hacker 120 000 Bitcoins. Donc, oui, c'est... Voilà. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. C'est les pros des cryptos chaque vendredi à retrouver donc en replay et podcast tout au long du week-end. Notre chaîne YouTube aussi BFM Crypto. Merci à Charles-Aubert Couturier pour KPMG et Louis Laszlo pour Meria. Bon week-end messieurs. Merci. À bientôt. BFM Business, BFM Crypto, les pros.